Pardon? On est là. Voilà. OK. Le direct est lancé. Hein? Là. Bonsoir à vous. Bonsoir. 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 Oui. J'espère que vous allez bien. Ouais, je vais bien, nous allons bien. D'accord. Ouais, ça va. On est vraiment satisfaits. Nous sommes heureux aujourd'hui d'être avec vous. Ouais. Le plaisir est réciproque. Malheureusement que la caméra de M. Malik ne prend pas d'abord, mais bon, on est en train de voir, espérant vraiment que les dieux de la technologie seront avec nous tout de suite pour régler vraiment sa caméra. Donc, voilà, je veux juste préciser que ce Facebook Live est vraiment organisé dans le cadre d'une campagne digitale que nous sommes en train d'organiser actuellement sur l'éducation complète à la sexualité. Donc, on a fait en 3 phases. Donc, la première phase, je vais dire, pardon, c'était de faire la dissécation des principes directeurs de l'UNESCO sur l'ECS, c'est-à-dire les 8 notions. On a vraiment essayé vraiment de disséminer ça. Maintenant, la deuxième phase consistait à donner la parole à certains jeunes leaders qui se sont exprimés. On a fait des affiches et on a publié. Et cette troisième phase, c'est d'organiser 2 Facebook Live. Je crois qu'on a organisé le premier. Ça s'est passé, c'était avec Félix Dunia Milimono, coordinateur d'Afrian, Uri Kamisoko, la vice-présidente des jeunes ambassadeurs du Mali, et Jariatou, qui est une jeune vraiment activiste en Guinée ici. Donc, ce deuxième Facebook Live est avec vous aujourd'hui. Amé Astou David, qui est consultante internationale sur les questions du genre, mais également sur l'éducation complète à la sexualité. Et je précise surtout que dans le processus d'intégration de l'ECS en Guinée, elle nous accompagne toujours. Donc, Monsieur Malik pourrait bien vraiment confirmer cela tout de suite. Et le deuxième intervenant, c'est Monsieur Malik Ba, qui est le directeur général adjoint de INRAP. Il va nous expliquer tout de suite c'est quoi INRAP et c'est quoi vraiment sa vocation. Voilà, donc c'est ça. Madame Amé, vous allez bien? Ça va bien, merci. Et ça fait plaisir de te revoir et merci pour cette opportunité d'échanger sur l'ECS. Il y a une vidéoconférence. Est-ce que c'est la connexion? On va attendre que... Ok. Désolé, hein, c'était juste un petit problème de connexion, mais je crois que ça va. Voilà, Madame Amé, vous allez bien? Oui. Ça va bien, merci. C'est vraiment un plaisir de vous revoir et merci pour cette opportunité de pouvoir parler de l'ECS. Ok. Ok. Il y a des Gaulougol. On s'appelle. D'accord. Merci vraiment beaucoup d'accepter vraiment, de nous donner vraiment votre temps aujourd'hui. Monsieur Malik, vous allez bien? Ça va, je vais bien. Ouais. Monsieur Malik? Oui, je vous entends. Je
pense que c'est la connexion d'Abou qui n'est pas stable. Ouais. Ça va. En tout cas, moi, je vous reçois. Amé, nous, selon vous, en fait, dites-nous, c'est quoi l'éducation complète à la sexualité? OK. Alors, l'éducation complète à la sexualité, c'est son but, c'est de doter les enfants et les jeunes de connaissances, de compétences, des attitudes et de valeurs pour pouvoir faire des choix éclairés par rapport à leur sexualité. Mais au-delà de la sexualité, c'est aussi de faire des choix, de prendre des décisions responsables par rapport à leur vie. Donc, l'ECS, l'éducation complète à la sexualité, ça touche tous les aspects de la vie. Et le point positif, c'est qu'il faut commencer très tôt. Ce n'est pas seulement les rapports sexuels. La plupart du temps, les adultes pensent que l'éducation complète à la sexualité se réfère aux rapports sexuels, mais c'est juste une toute minime partie de l'éducation sexuelle. Les rapports sexuels, c'est pas ce qu'il faut. Nous ne sommes pas des êtres sexuels parce que nous avons des rapports sexuels, mais parce que nous avons des organes sexuels et qu'il faut connaître ces organes, tout comme les autres parties du corps, et pouvoir en prendre soin. Et donc, l'éducation sexuelle aide vraiment à pouvoir prendre soin de ces différentes parties du corps et à prendre des décisions responsables par rapport à tout ce qui concerne la sexualité de l'individu. Abou, est-ce que tu... Voilà. C'est pas facile de gérer la connexion, la technologie. Non. Je disais qu'on avait vraiment un problème de connexion, mais je crois que ça va aller. Monsieur Malik, vous êtes là? Oui, je suis là, oui. Ouais, tu m'entends? Ok, ok. Monsieur Malik, dites-nous, c'est quoi INRAP? Ça veut dire quoi et quelles sont vraiment les vocations de INRAP? Bon, l'INRAP, c'est un sigle qui signifie Institut national de recherche et d'action pédagogique. L'INRAP a pour mission d'élaborer des programmes d'enseignement, d'élaborer des supports pédagogiques, de conduire des recherches en éducation au bénéfice des jeunes scolarisés. Donc, tout ce qui est programme d'enseignement, tout ce qui est manuel scolaire, tout ce qui est innovation pédagogique est piloté par l'INRAP. Et l'éducation complète à la sexualité est une innovation pédagogique. Okay. Donc, c'est l'INRAP qui est chargé de piloter ce volet de l'éducation. D'accord. Ok, merci beaucoup pour cette précision. Je précise vraiment que les gens vraiment poseront des questions au fil du temps. Et donc, on va essayer vraiment de noter les questions, en plus des questions que nous allons vous poser ici. Maintenant, Amé, on va aller avec vous. Pourquoi l'ECS? Pourquoi il y a l'urgence d'enseigner vraiment l'ECS aujourd'hui dans nos communautés? Alors, l'ECS, c'est le fondement de la vie. C'est vraiment cette connaissance dont tout individu, dès qu'on est, on doit pouvoir avoir accès à ces informations et ces compétences pour pouvoir évoluer de façon harmonieuse
dans la vie. Et donc, aujourd'hui, surtout pour le continent africain, si nous voulons vraiment nous développer, il va falloir investir dans l'éducation complète à la sexualité parce que c'est cette éducation qui permet à tous les enfants et tous les jeunes de grandir de manière responsable, d'être focalisés sur un but dans la vie et d'éviter tous les dérapages. Donc, il est urgent que nous puissions investir dans l'éducation sexuelle complète à la sexualité si nous voulons vraiment que l'Afrique se développe dans le bon sens. Donc, aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes parce qu'ils n'ont pas eu d'informations, prennent des décisions qui nuisent à leur vie. Moi, je peux dire par rapport à moi-même, quand j'étais jeune, j'aurais souhaité que mes parents me parlent de mon corps, me donnent des informations, les compétences, comment dire non, lorsqu'un garçon t'apprend, surtout à l'adolescence. C'est-à-dire qu'on rentre dans l'adolescence sans aucune information, mais c'est à cette étape-là qu'on a énormément de questions. Pourquoi est-ce que mon corps change? Pourquoi est-ce que je suis attirée par quelqu'un? Les jeunes ont énormément de questions, mais personne ne veut en parler. Et on ne comprend pas pourquoi est-ce que ces questions sont tellement tabous. Il y a des parents, j'ai rencontré même des médecins pour qui il est difficile de parler de pénis ou de vagin parce que c'est tabou. Mais si on peut dire, on peut nommer la tête, on peut nommer les bras, on peut nommer les pieds, mais pourquoi est-ce que ces parties du corps ne peuvent pas être nommées? Pourquoi est-ce qu'on attend de à parler de cette partie du corps? Donc, les enfants souffrent, les enfants ne savent pas à qui s'adresser, ils ne savent pas à qui poser des questions, ils sont exposés à des risques et personne ne veut les aider. Donc, il est urgent aujourd'hui qu'on démystifie un peu tous ces mythes autour des parties intimes du corps et qu'on puisse doter maintenant les enfants d'informations et de compétences pour leur permettre de prendre les décisions, de pouvoir être à même de prendre des décisions lorsqu'ils sont confrontés à certaines situations. Donc, aujourd'hui, le taux de viol est très élevé et on se demande, mais pourquoi c'est élevé? Et tant qu'on ne va pas s'apesantir sur l'importance de l'éducation sexuelle, ben on aura toujours des taux de viol très élevés. Les jeunes qui prennent la drogue, tout est lié. En fait, l'éducation sexuelle touche à toutes les parties de la vie et les enfants ont juste besoin d'informations et pour pouvoir savoir comment s'y prendre et comment traverser ces périodes ou ces risques auxquels ils font face tous les jours. Et ça, il faut que ça commence très tôt. Il ne faut pas attendre quand les enfants sont déjà dans l'adolescence pour le faire. L'éducation sexuelle doit commencer dès le bas âge. Je vous donne un exemple. Lorsque vous avez un enfant, votre enfant de 1 an, 2 ans, dès qu'il commence à parler, il faudrait pouvoir leur dire que lorsque vous leur apprenez toutes les parties du corps, leur dire qu'également leur chouchou, parce que bon, vagin, c'est un peu trop, c'est un jargon un peu trop élevé pour les enfants. Donc, il faudrait pouvoir leur dire, par exemple, chouchou, ça c'est au Sénégal que je l'ai appris, que chouchou fait partie du corps et que personne ne doit toucher chouchou. Et que si quelqu'un touche chouchou, il faut pouvoir dire à maman, papa ou quelqu'un dont tu as confiance. Et ça, c'est l'éducation sexuelle qui commence très tôt. Et donc, en grandissant, l'enfant a de la valeur pour toutes les parties du corps, y compris les organes sexuels. Et donc, c'est vraiment important, surtout pour le continent africain, parce qu'on est ici, on est africain, qu'on puisse pouvoir y accorder cette importance-là.
Vraiment, on est sincèrement, la connexion c'était pas vraiment assez bon. On est ensemble, vous êtes là? Nous, on est là, c'est toi. C'est votre connexion qui a des problèmes. Nous, on est là. Ouais. Allô, Amé? Oui, je t'entends. Est-ce que tu as entendu tout ce que j'ai dit? Ok. Je crois que c'est vraiment, on a vraiment ce problème de connexion là. Mais espérons vraiment que les dieux de la technologie vont accepter, vont nous laisser continuer. Non, malheureusement, si vous pouvez revenir un peu là-dessus pour d'autres personnes, parce que je vois des messages, les gens disent vraiment qu'ils n'entendent pas très bien. Donc, revenez un peu par rapport juste à l'urgence vraiment d'enseigner l'ECS aujourd'hui. Pardon, s'il vous plaît. D'accord. Alors, donc, je disais que c'est très urgent de parler, d'accorder de l'importance à l'éducation complète à la sexualité, surtout dans le contexte africain, parce que les jeunes ont besoin d'informations. Aujourd'hui, les jeunes sont exposés à énormément de risques et personne ne leur donne l'information, ne leur donne les compétences nécessaires pour pouvoir faire face à ces risques-là. Et l'éducation complète à la sexualité aide les enfants à déjà dès le bas âge, à pouvoir comprendre leur corps, à pouvoir et savoir à donner de la valeur à toutes les parties du corps. Donc, je disais par exemple, l'éducation complète à la sexualité, c'est dès le bas âge que ça commence, par exemple. Si vous avez un enfant de 2 ans, 1 an, dès qu'il commence à parler, il faudrait pouvoir leur enseigner toutes les parties du corps et ces parties du corps incluent les organes sexuels. Mais c'est là où les parents ont des problèmes. Les enseignants ont des problèmes. Et ça, moi, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'on a des problèmes à nommer les organes sexuels? On peut facilement dire la tête, on peut facilement dire les bras, on peut facilement dire la bouche, mais quand il s'agit des organes sexuels, beaucoup d'adultes ont des problèmes. Et c'est pour ça que les enfants, finalement, sont aussi exposés et ne savent pas quoi faire. Donc, dès le bas âge, il faudrait pouvoir dire à nos enfants que les organes sexuels font partie du corps et c'est comme ça qu'ils y attachent aussi de la valeur. Et lorsque les enfants attachent de la valeur, surtout avant l'adolescence, ça leur permet d'avoir cette confiance en soi quand ils grandissent. Et, ils grandissent avec des compétences qui leur permettent de faire face à des situations, des problèmes. Lorsqu'ils sont face à des adultes qui veulent abuser d'eux, ils savent ou elles savent comment y faire face. Abou, tu m'entends maintenant? Ok. D'accord. Merci beaucoup, Madame Amé. Oui, je vous... D'accord. Oui, ça va. Monsieur Malik? Oui. Oui, je te reçois. Allô, Monsieur Malik, vous êtes là? Oui, je suis là, oui, je suis là. Ok. Voilà. Monsieur Malik, nous sommes dans le processus d'intégration de l'ECS. Ok, nous sommes dans le processus d'intégration de l'ECS en Guinée. Maintenant, dites-nous aujourd'hui où en sommes-nous par rapport au processus d'intégration de l'ECS. Vu que Amé a expliqué un peu, elle nous a dit c'est quoi l'ECS, elle nous a dit pourquoi il y a l'urgence vraiment d'intégrer, en fait, d'enseigner l'ECS aujourd'hui. Et en Guinée, nous sommes dans le processus. Où en sommes-nous aujourd'hui? D'accord, merci Abou. Avant de développer le processus que nous sommes en train de mettre en place pour intégrer l'ECS dans les programmes, je voudrais d'abord remercier sincèrement Madame Amé, une grande formatrice qui nous a suffisamment outillés sur des
thématique relative à l'éducation sexuelle. J'avoue que cette dame nous a beaucoup aidés et grâce à elle, nous sommes suffisamment conscientisés de l'importance d'intégrer l'ECS dans les programmes d'enseignement. Maintenant, par rapport au processus, en Guinée, avec l'appui des partenaires, nous avons élaboré un certain nombre de supports pédagogiques qu'on appelle des fiches leçons de vie. Ces fiches leçons de vie traitent de 4 thématiques fondamentales. C'est les IST, VIH, SIDA, les violences basées sur le genre, les mariages et les grossesses précoces et les contraceptions. Ces thématiques sont pédagogiquement développées et nous les avons expérimentées dans certaines écoles de la Guinée. Aujourd'hui, les résultats de cette expérimentation sont concluants. Ça, c'est un aspect. Nous avons formé des encadreurs pédagogiques qui accompagnent les enseignants en situation de classe sur l'importance de prendre en compte l'ECS dans leur enseignement. Et au-delà des encadreurs pédagogiques, nous avons touché les enseignants en situation de classe pour les niveaux CM et pour les collèges et lycées. Au lieu que les encadreurs viennent les former, nous-mêmes, on les a rencontrés, on a renforcé leurs capacités pour qu'ils prennent en compte l'ECS dans leur enseignement au quotidien. Maintenant, pour ce qui est des programmes d'enseignement, le constat qui est fait est le suivant. Les programmes d'enseignement en vigueur à l'école élémentaire, collège et lycée sont très pauvres en ECS. Très pauvres. Ce qui fait qu'un élève de l'école primaire en terminale a très peu de chances d'entendre le mot sexualité ou éducation sexuelle. Parce que tout simplement, on ne l'enseigne pas, parce que les programmes ne le prévoient pas. C'est pourquoi nous avons compris l'urgence d'intégrer cela dans les programmes. En Guinée, nous sommes dans un processus de révision de l'ensemble des programmes d'enseignement. L'ensemble. Et cela a même commencé. Donc, nous allons profiter de cette opportunité pour mettre dans les programmes d'enseignement certaines thématiques relatives à l'ECS. En ce moment, un enfant à l'école qui suit le cursus normal, on a de fortes chances d'ici qu'il le termine, qu'il ait suffisamment de connaissances, suffisamment de compétences pour avoir un comportement responsable et des décisions éclairées à prendre par rapport à leur sexualité. Donc, c'est comme ça que le processus est en train d'être mis en œuvre en Guinée. D'accord. Merci beaucoup, M. Malik, pour cette précision. Voilà. Maintenant, Amé, on va aller avec vous. Comment peut-on aborder, comme on appelle, les adolescents sur des questions de la sexualité? La question s'adresse à qui? À moi ou à monsieur? Oui, à vous, Amé, bien sûr. La question, c'est comment peut-on aborder la sexualité aux adolescents? Autrement dit, comment il faut enseigner vraiment l'ECS, l'éducation à la sexualité aux adolescents? C'est à vous, Amé. D'accord. Alors, normalement, l'ECS, ça doit commencer très tôt. Pour voir l'impact de l'ECS, il faut que ça commence tôt. Il ne faut pas attendre à l'adolescence. Parce qu'à l'adolescence, dès que les jeunes traversent l'adolescence, c'est très difficile d'avoir qu'ils vous fassent confiance. Donc, cette confiance, normalement, doit se construire dès le bas âge. Et c'est pour ça que Monsieur Malik disait qu'il faut commencer par le primaire et même le préscolaire. Mais quel que soit l'âge, avec les adolescents, la première chose, c'est que la personne qui enseigne l'ECS doit être à l'aise avec sa propre sexualité.
Et ça, souvent, c'est ce que les enfants ont. Donc, tu ne peux pas enseigner l'ECS si tu as des problèmes à mentionner les organes sexuels. Il faut que tu saches que les organes sexuels font partie de ton corps et qu'il n'y a pas de mal à en parler. Et donc, les enfants, quand on est devant eux, ou on est devant les adolescents, l'aisance avec laquelle tu abordes la question, c'est comme ça que les enfants vont te faire confiance et pouvoir te poser des questions. Et l'ECS, en fait, ce ne sont pas des thématiques comme les mathématiques, où il faut imposer ou être diriger l'enfant. Il faut, c'est vraiment des forats pour discuter, pour que les enfants puissent vous dire ou les jeunes puissent vous dire quels sont les problèmes auxquels ils sont confrontés ou simplement connaître ce corps. Connaître pourquoi est-ce que j'ai des pollutions nocturnes, par exemple. Pourquoi est-ce que je commence à être attirée par quelqu'un. Et pour ça, il faut que la personne qui l'enseigne sache que je ne suis pas en train de pervertir les enfants, je ne suis pas en train de leur demander de faire des rapports sexuels, mais au contraire, je suis en train de les doter de compétences pour pouvoir prendre des décisions responsables, pour connaître son corps, pour pouvoir savoir comment gérer ce corps-là. Et donc, c'est comme ça, en fait, la sexualité, pour que ça ait un impact, il faut vraiment que les adultes soient à l'aise avec leur propre sexualité et ils vont établir un contexte où les enfants pourront facilement leur poser des questions sans gêne. D'accord. Merci beaucoup, Madame Amé, pour vraiment pour cette explication. Maintenant, Monsieur Malik, bon, cette question c'est pour vous deux, mais je vais d'abord demander à Monsieur Malik en première position. Monsieur Malik, dites-nous, puisqu'on parle de l'éducation complète à la sexualité, et généralement quand on parle de l'intégration, c'est au niveau scolaire qu'on pense. Comment il faut faire pour atteindre les jeunes, c'est-à-dire l'autre couche vraiment qui est vulnérable, qui est la couche vraiment non scolarisée. Comment il faut faire pour atteindre les jeunes non scolarisés? Oui, c'est effectif. On a parlé de l'intégration, ça touche le monde formel, donc le monde scolaire, alors qu'il y a plein de jeunes qui n'ont pas eu la chance de terminer les études ou qui n'ont pas été à l'école et qui ont des sérieux problèmes de comprendre leur sexualité. C'est vrai. Là, il faut passer par des ONG, par des structures relais, pour qu'il y ait une grande campagne de formation, de sensibilisation dans le monde extrascolaire en vue de prendre ce public-là en charge. C'est extrêmement important. Et je pense qu'actuellement, il y a pas mal d'ONG qui s'occupent de ce volet. Et même les enfants qui bénéficient de ces formations dans le formel, ils peuvent être utilisés comme des pères éducateurs pour toucher le monde extrascolaire. Parce que souvent, après l'école, ils sont ensemble. Ils vivent ensemble. Donc, évidemment, les enseignants aussi peuvent faire des sensibilisations dans la communauté pour expliquer l'importance de l'ECS. C'est vrai que le monde scolaire est mieux canalisé parce qu'ils sont dans un cadre formel. Et là, il faut vraiment des structures relais et puis qui va toucher le monde extrascolaire. Mais il y a un aspect que je tiens à en parler à la suite de Aimé. Et si vous remarquez très bien, l'ECS touche l'intimité de l'homme. Et l'intimité de l'homme, ça ne s'enseigne pas comme si j'ai une leçon sur le bois ou sur le fer. Ça touche le comportement, ça touche la sensibilité de l'être. Alors, si l'enseignant n'est pas préparé à aborder cet aspect de la question, il passe à côté. Et c'est pourquoi, avant que le programme soit mis en œuvre dans les écoles, il faut que les enseignants soient suffisamment formés, suffisamment sensibilisés et qu'ils comprennent que l'approche pédagogique pour aborder l'ECS est différente des autres approches pédagogiques comme les mathématiques, comme la physique. Hein?
Donc, c'est pourquoi la formation des enseignants, des formateurs en général, c'est extrêmement important parce que s'ils sont bien formés, ils seront suffisamment sensibilisés, ils auront suffisamment d'outils et d'approches pour aborder cette thématique-là. Et aimer c'est bien. Les jeux de valeurs, les études de cas, et pas mal d'exemples existent aujourd'hui. Si on les utilise à bon escient, je pense qu'on pourrait amener les enfants à avoir de bons comportements et qui prennent des décisions vraiment éclairées comme nous le souhaitons. D'accord. Ok, merci beaucoup, Monsieur Malik. Juste, avant de revenir, je voulais juste que Monsieur Malik nous précise, c'est quoi le format? Est-ce que l'ECS sera vraiment, comment on appelle, une matière à part entière ou bien il y aura vraiment des matières réceptives qui vont recevoir l'ECS en leur sein? Non, ce n'est pas une matière à part. L'ECS, c'est-à-dire les notions, les thèmes d'ECS seront intégrés dans des disciplines comme les autres notions. Okay. C'est-à-dire, il y aura une leçon sur le mariage précoce qui sera développée, une leçon sur les grossesses non désirées qui sera développée, une leçon sur l'avortement clandestin qui sera développée, comme les autres leçons dans les autres disciplines. Mais l'approche pour enseigner le CS et autres, peut-être c'est là où il y aura la différence. Ce n'est pas une transmission simple de connaissances, c'est une transmission de connaissances en vue d'amener l'autre à changer de comportement. Donc, il faudrait bien que, pédagogiquement, que le formateur, l'enseignant soit suffisamment outillé. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Monsieur Malik, pour cette précision. Mais est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à comment atteindre les jeunes non scolarisés? Je pense que M. Malik l'a dit, hein, c'est à travers les organisations de la société civile, les ONG, les organisations à base communautaire. Donc, c'est un travail collectif. Ce n'est pas seulement le milieu scolaire, mais également les autres organisations qui travaillent avec les jeunes qui sont hors du système scolaire. Donc, il faudrait que le gouvernement aussi puisse identifier ces organisations-là. On a des plateformes de la société civile, il y a des organisations, le gouvernement travaille avec les organisations de la société civile, donc il faut que ce soit aussi organisé. Mais il faut également, comme M. Malik le dit, ces organisations aussi doivent être formées. En fait, on a toujours fait, les gens disent, on fait la santé sexuelle et reproductive. Chaque fois, on me dit, non, on fait de la santé sexuelle et reproductive. Mais souvent, quand on regarde l'approche, ça ne change pas les comportements parce qu'on ne fait que dicter, on ne fait que répéter et on ne donne pas la place à la réflexion. On n'encourage pas les enfants à réfléchir sur les sujets et à pouvoir développer leurs compétences. C'est ce qui manque dans les anciens programmes. On a toujours fait la santé sexuelle et reproductive, mais l'approche qu'on utilise n'est pas souvent très adaptée ou ne répond pas aux besoins des jeunes. Et donc, si les éducateurs ou les formateurs, comme M. Ba insiste, ne sont pas formés, on n'aura pas d'impact. Les jeunes n'auront pas les compétences qu'il faut. D'accord. Ok, merci beaucoup pour cette précision. Je voulais juste encore vous demander, puisque vous êtes consultante internationale, ce qui veut dire que vous accompagnez beaucoup de pays, dites-nous, ça dit que de façon générale, quels sont les défis, les problèmes auxquels on est confronté généralement dans le cadre de l'enseignement de l'éducation complète à la sexualité? Alors, il faut que je remercie l'UNESCO. Hein. Moi, je suis consultante, donc on me demande d'aller soutenir les différents pays et je dois remercier l'UNESCO et l'UNFPA qui ont fait un bon travail dans ce domaine, surtout au niveau des écoles formelles avec les ministères de l'Éducation. Bon, la première des choses, c'est déjà la sensibilisation, hein, l'importance de l'ECS. Donc, ça demande énormément de fonds
pour pouvoir faire cette sensibilisation. Je suis allée dans bon nombre de pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, accompagner les ministères de l'éducation nationale. Et c'est à partir de la formation, des formations que les ministères ont commencé à comprendre l'importance de l'éducation complète à la sexualité. Mais après, le suivi fait défaut. Ce n'est pas une seule formation, ce n'est pas une seule mission. Il faut que cet accompagnement-là soit étalé sur le long terme. Et souvent, c'est ce qu'il manque. Donc, après la première formation, il n'y a pas de suivi. C'est le suivi parce qu'il faut aller jusqu'au bout. Et ça prend du temps et ça prend aussi des ressources. Mais sinon, dès que les ministères sont sensibilisés, j'ai trouvé qu'il y avait une volonté de travailler sur la question. Et je tiens à féliciter M. Ba, parce qu'en Guinée, ça fait plaisir vraiment de voir que le processus ne s'est pas arrêté et que M. Ba continue de lutter pour que le CS soit intégré dans les curricula. Mais dans les autres pays, ce n'est pas toujours le cas parce qu'il y a ce manque de suivi après qui fait défaut. D'accord. Ok, merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, madame Amé. Monsieur Malik, maintenant je viens à vous. Maintenant, en Guinée, dans le processus d'intégration, est-ce que vraiment vous rencontrez vraiment des difficultés? C'est-à-dire, quels sont selon vous les défis que vous rencontrez dans le processus de l'intégration en Guinée de façon spécifique? Bon, en Guinée, il faut reconnaître qu'il y a une volonté politique manifeste pour que l'ECS soit dans le programme. Nous avons le soutien de notre ministère, le soutien de l'État, le soutien de la Première Dame, et nous avons aussi l'appui des partenaires comme UNFPA, comme UNESCO, comme Intra-Health, hein, des partenaires qui nous accompagnent. Avec toutes ces volontés-là, nous, techniciens pédagogues, nous nous sommes déjà mis à l'œuvre parce que récemment, on a fait un atelier de formation sur l'approche d'intégration de l'essai dans les programmes avec les principes directeurs de l'UNESCO et tout ce que nous avons comme documentation. Nous sommes en train de définir la bonne approche sur l'intégration de l'ECS. On a opté sur l'intégration à travers les disciplines réceptrices. Okay. Comme l'ECS n'est pas une matière à part, il y a des disciplines qui se prêtent le mieux pour prendre en compte l'ECS, notamment la biologie, notamment l'éducation civique et morale, notamment des matières comme l'histoire et la géographie, hein, qui vont prendre en compte cette thématique-là. Mais le défi que nous avons et que nous aurons une fois que le programme soit élaboré, c'est avec quelle méthodologie, quelle approche enseigner l'ECS. Vous savez, les enfants, ils viennent en classe avec leur représentation, leurs croyances et leurs préjugés. Il y a des questions qui se posent déjà. Et souvent, ces questions sont tirées de leur environnement quotidien, à la maison, dans la rue, avec leurs copains, ainsi de suite. Donc, ils viennent en classe avec des informations qu'ils ont déjà sur le sexe, mais pas des informations souvent bien structurées, mais ils ont des informations. Donc, si celui qui vient les enseigner ignore que les enfants ont des expériences déjà sur la sexualité, il pense qu'il est là uniquement pour transmettre les connaissances sans prendre en compte cette dimension-là, il passe à côté. C'est pourquoi dans le processus enseignement-apprentissage, les enseignants doivent comprendre que les élèves qui sont en face d'eux, de CP en terminale, vivent avec des préjugés, vivent avec des croyances qu'il faut d'abord chercher à comprendre. C'est quand tu vas comprendre ces croyances, quand tu vas comprendre les préjugés, que tu pourras adapter ton enseignement pour l'amener à changer de comportement. Ça, c'est une approche extrêmement intéressante qu'il faut prendre en compte. Et nous, en Guinée, avec l'appui de UNFPA, on a réussi à mettre en place un centre convivial dans un lycée
à titre expérimental. Ça, c'est au lycée Donka. Ça, c'est une nouveauté parce qu'on s'est dit qu'un enseignant avec 40 gamins, 30 gosses, 60 gosses en classe, il peut avoir des filles dans la classe qui ont des problèmes intimes qu'ils ne pourront pas dire en classe parce que ça touche leur sensibilité personnelle. Donc, on a créé un centre convivial et avec des animatrices qui sont formées. Quand une jeune fille a des problèmes intimes à exposer, elle peut passer par ces animatrices-là, par ces enseignantes pour parler de son problème. Hein? Tout ça, c'est pour prendre en compte ce qu'ils vivent et qu'ils ne peuvent pas extérioriser devant tout le monde. Parce que vous savez, le sexe, c'est un tabou, qu'on le veuille ou pas. C'est un tabou. Donc, moi, je ne veux pas exposer ma sexualité devant des tierces personnes. Mais quand j'ai confiance à mon enseignant, j'ai confiance à mon maître, je peux venir vers la personne pour dire que voici ce que je vis, voici mon problème, ainsi de suite. Donc, c'est une nouveauté. Si on le réussit dans ce lycée-là, on va répliquer dans d'autres lycées, d'autres collèges et finalement dans beaucoup d'écoles en Guinée. Je vous remercie. Ok, merci vraiment, Monsieur Malik, pour tous ces renseignements très riches, il faut le dire. Amé, on va aller avec vous. Dites-nous vraiment c'est quoi, je pense que vous avez parlé un peu de la problématique aujourd'hui, mais dites-nous, c'est quoi vraiment l'importance de l'ECS dans nos communautés aujourd'hui? Ok, je voulais aussi rajouter au défi et en passant, je pense que j'ai oublié de mentionner Intra-Health aussi, qui a beaucoup contribué à pousser, à travailler avec les ministères pour que le CS soit vraiment intégré dans les curricula et surtout avec l'approche. Je pense que Intra-Health a été très instrumental dans cette approche qui nous demande, qui met l'accent sur la formation des enseignants. Alors, je pense qu'on a parlé de l'importance. Hein. Aujourd'hui, on a des taux de grossesse très élevés. On a des jeunes qu'on perd à cause de la drogue. On a des taux de viol très élevés. Et ça, c'est des aspects qui touchent à la sexualité. Personne ne veut parler de la sexualité, mais c'est la sexualité. Et si on arrive à réellement investir dans l'ECS, je pense qu'on pourra réduire considérablement ces taux de grossesse. Alors moi, j'ai travaillé avec des jeunes, mais souvent c'est des enfants de 12, 13 ans qui tombent enceintes, mais qui ne savent même pas comment elles sont tombées enceintes. C'est-à-dire que tu joues, en fait. Pour toi, c'est un jeu. Et l'ECS enseigne aux enfants que la sexualité, c'est pas un jeu, ou c'est un jeu très dangereux. Et donc, quand on a accès à l'information, on est à même de savoir faire la différence. Comment est-ce qu'on tombe enceinte? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui tombent enceintes sans savoir comment, pourquoi. Et donc là, il est très urgent. Si on ne veut pas perdre nos enfants, on perd notre jeunesse en Afrique parce qu'on ne veut pas, on ne veut pas investir dans l'ECS. Et si nous voulons le développement de l'Afrique passe par l'ECS. Ça passe par l'ECS parce que c'est le développement humain qui est important. Et ce développement humain passe par la connaissance de son corps, passe par mettre de la valeur sur ce corps-là. Et ça, c'est l'ECS qui donne ses compétences aux enfants et aux jeunes. Ok. Merci beaucoup pour cette précision, Amé. Monsieur Malik, on va aller avec vous. Voilà. Maintenant, quelles sont les prochaines étapes pour que l'éducation vraiment et l'intégration soient effectives en Guinée? Bon, en Guinée, nous sommes dans un programme décennal de l'éducation. C'est un programme, si vous voulez, qui concerne tout ce qu'il faut pour améliorer la qualité de l'éducation. Dans ce programme décennal, le mandat est donné à l'INRAP de rénover l'ensemble des programmes d'enseignement, du préscolaire en terminale.
Donc, nous prévoyons dans cette rénovation-là d'intégrer l'ECS dans les curricula. C'est pourquoi, dans les mois et années à venir, je ne dis pas qu'il n'y aura pas de sensibilisation sur l'ECS, mais l'ECS sera enseigné au quotidien dans les classes comme les autres disciplines. On fera des activités d'accompagnement, d'appoint sur les approches pédagogiques, mais tous les enseignants vont enseigner les thématiques d'ECS aux élèves comme si c'est la physique, comme c'est la chimie, comme la géométrie, etc. Donc, dites-vous que dans ce programme décennal qui a même commencé, très prochainement, l'ECS sera une réalité dans les curricula des élèves guinéens et même dans les manuels scolaires, Inch'Allah. Ok. Inch'Allah, il l'a dit. Merci beaucoup, Monsieur Malik, Inch'Allah. Et nous, vraiment, nous sommes pressés et vraiment pour que cette intégration soit vraiment effective parce que, on sait, Amel l'a dit tout de suite et vous l'avez tous dit, il y a vraiment l'urgence pour qu'on accepte vraiment d'enseigner le CS dans les programmes de formation aujourd'hui. Amel, est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas encore dit? Alors, j'aimerais m'adresser aux parents, parce que dans nos programmes, les projets, on s'adresse beaucoup aux enseignants, mais les parents, c'est très important de comprendre que les enfants veulent avoir des informations sur leur corps. Ils veulent avoir des parents qui soient à l'aise avec leur sexualité et avec lesquels ils peuvent échanger aisément. Et quand on est un enfant vit dans un contexte où il n'y a pas de tabou et que l'enfant peut poser des questions à ses parents sans problème, ce sont des enfants qui grandissent avec un focus. Donc, tu as parlé de l'importance, surtout pour le continent africain, c'est-à-dire si on veut avoir des enfants qui ne sont pas influencés par la drogue, qui ne veulent pas déraper sur d'autres voies, il va falloir que nous, on fasse un effort pour pouvoir démystifier, briser les tabous et aller et donner les informations aux enfants. Moi, je regarde toujours mon cas. J'aurais vraiment voulu que mes parents me parlent de la sexualité. Il y a des erreurs que j'aurais pas faites. Mais c'était un tabou, complètement tabou, et donc tu n'as pas d'informations. Et tu vas à l'école et tes amis te parlent de certaines choses et tu reviens à la maison, tu veux avoir des points de repère et les parents ne sont pas disposés à le faire. Donc, quelque part, c'est nous qui poussons nos enfants à prendre des décisions irresponsables parce qu'on ne veut pas briser ces tabous, être à l'aise, aller aussi à l'information. La sexualité, c'est pour tout le monde. C'est du bas âge jusqu'à la mort, à la fin de la vie. Parce que même au troisième âge, lorsqu'on apporte la cinquantaine, soixantaine, on a besoin d'informations sur la ménopause. Il y a énormément d'informations sur la sexualité qu'on devrait avoir. Donc, j'aimerais que les parents se remettent un peu en cause. Ils commencent à se dire, si je ne fais pas d'efforts, si je ne fais pas violence sur moi-même pour briser ce tabou, ben, ça va être très difficile de canaliser mes enfants, de permettre à mes enfants d'être focalisés ou de grandir de façon responsable, de savoir comment faire face aux risques. Donc, s'il vous plaît, dès le bas âge, briser ce tabou de ne pas pouvoir dire pénis et vagin, ou bien pour les enfants, chouchou, adapté, comme vous voulez. Mais brisons ces tabous-là pour pouvoir permettre à nos enfants de venir vers nous pour avoir des informations scientifiques et pouvoir prendre des décisions responsables par rapport à leur vie. Et au niveau aussi des projets, c'est important que toutes les organisations puissent travailler ensemble. La compétition fait qu'on est tout le temps en train de recréer la roue. L'UNESCO va former, après l'autre organisation, UNFPA, va faire la même formation
mais on a du travail dans l'ECS. Si on arrive à coordonner, si les organisations internationales aussi et les organisations nationales et le gouvernement arrivent à coordonner, ben, on aura un impact sur le court terme. Mais parce qu'on ne coordonne pas, on recrée la roue tout le temps. Donc, un projet vient, ça finit, après l'autre projet vient, mais c'est la même chose au lieu de continuer ou de construire sur ce qui a déjà été fait. Donc, j'aimerais aussi plaider pour que les organisations ou le gouvernement et toutes les parties prenantes puissent travailler ensemble et coordonner comme il faut pour que nous puissions avoir des résultats palpables. D'accord. Ok, vraiment, merci beaucoup pour ces messages, Amé. Monsieur Malik, à votre tour, est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas dit et quels sont vraiment les appels que vous avez à lancer à l'endroit surtout des parents qui pensent toujours que la sexualité, il ne faut pas en parler, donc c'est intouchable? Bon, Aimé a dit l'essentiel. En fait, le changement de comportement est un processus continu et soutenu. Ce n'est pas en un séminaire atelier comme genre de ce que nous vivons qui pourrait suffire pour amener quelqu'un à changer de comportement. Pour amener un à changer de comportement, il faut de la persévérance, il faut du suivi, il faut de la continuité. Et comme vous avez remarqué, les moyens se font rares. Au niveau des gouvernements, il n'y a pas assez de moyens. Au niveau des partenaires, il n'y a pas assez de moyens. Donc, si on ne coordonne pas nos efforts pour que nos activités aient beaucoup plus de sens, nous ferons chaque fois des séminaires, ateliers en 1, 3, 4, 5 jours, 1, 2, 3, 4, 5 jours, sans en voir le résultat qui est escompté. Et pour la capture du dividende démocratique, dividende démographique, il faut une jeunesse saine et en bonne santé. Hein? Aujourd'hui, si vous remarquez dans les différents projets, il y a plein de modules qui circulent. Et on n'a jamais fait l'évaluation de l'ensemble de ces modules-là. Alors que je pense que si nos efforts sont coordonnés, on peut aboutir à un maximum de droits à 4-5 modules qui seront partagés par tous les projets et programmes et que nous nous battions pour que les gens l'assimilent et se l'approprient. Moi, récemment, j'étais consultant pour accompagner 3 pays, le Niger, le Tchad et le Burkina Faso. Grâce à Aimé, on a réussi à bâtir de bons modules de formation. Et mon souhait est que ce module-là soit partagé, soit maîtrisé, avant de passer à d'autres modules encore. En tout cas, moi, je souhaite que nos efforts soient conjugués et que nos partenaires comprennent que, nos gouvernants comprennent que l'ECS, la sensibilisation, c'est un processus continu et soutenu pour amener les jeunes à avoir des comportements responsables. Je vous remercie. Ok. Merci beaucoup, Monsieur Malik. Donc, je précise juste que ce Facebook Live est vraiment organisé dans le cadre d'une campagne vraiment digitale qu'on est en train d'organiser sur l'ECS. Je crois que c'est la dernière activité aujourd'hui. Et après, nous allons attaquer d'autres thématiques et tenez-vous bien, on va vous revenir également d'ici vraiment la fin d'année encore pour organiser d'autres ateliers. Pourquoi même Malik étant en Guinée ici et pourquoi on ne peut pas inviter Amé ici en Guinée pour venir animer un panel ou une conférence, Inch'Allah. Donc, c'est vraiment notre souhait. Donc, nous tendons vraiment vers la fin parce que on avait prévu de le faire entre 14h et 15h et il est déjà 15h58. Donc, nous, vraiment, je ne sais pas si vous avez vraiment Amé, si vous avez un dernier mot à dire et vraiment des conseils à l'endroit de nous, les jeunes organisateurs, pour qu'on puisse améliorer prochainement la façon de faire. Non, mais on doit vous féliciter. Hein. Je pense qu'en Guinée, la raison pour laquelle aussi il y a cet impact, c'est parce que vous êtes là et que vous poussez et que vous suivez avec le ministère. Et donc, moi, vraiment, je vous félicite pour ce beau travail que vous êtes en train de faire. Pour les consultants, ça fait toujours honneur de voir qu'il y a eu un suivi et que le travail que nous avons commencé n'est pas tombé à l'eau, mais qu'il y a des personnes qui se sont appropriées
hein, de ces connaissances, ces informations et qui ont continué à travailler. Donc, la Guinée, pour moi, vraiment reste un cas de réussite dont je suis très, très fière. Monsieur Ba, il m'appelle tout le temps, Monsieur Ba, et ça fait énormément plaisir, surtout qu'il joue un rôle central, il est au ministère et avec l'appui des jeunes. Parce que sans les jeunes, on ne peut rien faire. C'est vous qui nous dites ce dont vous avez besoin. Le CS, c'est à vous de nous faire comprendre quels sont vos besoins et comment est-ce qu'on peut vous soutenir. Donc, ça fait plaisir de savoir que vous, les jeunes en Guinée, et vous ne lâchez pas et que vous faites le suivi, vous poussez pour que les futures générations puissent avoir accès à l'ECS et ne pas tomber dans ce que vous n'avez pas eu. Vous ne l'avez pas eu, mais vous êtes en train de pousser fort pour que les futures générations puissent vraiment avoir accès à ça. Donc, félicitations et Monsieur Ba, merci beaucoup pour tout ce travail merveilleux que vous êtes en train de faire en Guinée et que la Guinée soit un exemple pour toute l'Afrique. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Malik, à votre tour, est-ce que, voilà, vos enfants, si vous avez vraiment des conseils à nous donner pour qu'on puisse améliorer et booster les choses? Moi, j'avoue que je vous tire le chapeau parce que moi, je suis hors de la Guinée comme ça. Je suis invité à un séminaire international sur l'évaluation des curricula, mais par ta persévérance surtout toi, j'ai pu trouver un créneau pour participer à cela, parce que j'avoue que tu m'as tellement suivi à Conakry, malgré mes programmes surchargés. Je me suis dit que mais si je ne trouve pas un temps pour ce jeune homme-là, c'est pas comment je vais faire. Et donc, j'avoue que non, je te félicite pour ta persévérance, quoi, parce qu'on est submergé de boulot, quoi. Hein? Et là, je vous encourage parce que moi, c'est de très bonnes initiatives et mon souhait que les élèves suivent ça en live parce que on a développé pas mal d'idées ici. Et si tu peux enregistrer cela, même rediffuser pour les jeunes, c'est pas mal. Et parce qu'avoir une Aimée comme consultante de son niveau, et puis c'est pas facile, quoi. Hein? Donc, moi, je vous encourage, je vous félicite. Vous êtes sur la bonne lancée et n'hésitez pas, moi en tout cas, à venir vers moi. Et pour m'avoir, c'est pas facile parce qu'il n'y a pas de temps. Mais bon, en forçant, en persévérant, ça va toujours arriver, quoi. Donc, bon courage à toi et à tous tes amis et nous sommes à votre entière disposition. Et merci à Aimée aussi, beaucoup à Aimée, vraiment. D'accord. Merci aussi, Monsieur Ba. Vraiment, merci infiniment de nous accorder ce temps-là. Et croyez-moi, après tout de suite, nous allons également envoyer cette vidéo sur notre chaîne YouTube. Et nous avons vraiment, les jours à venir, on va essayer de créer nos clubs JA au sein des établissements et dans les quartiers. Donc, à chaque fois qu'on va organiser des formations de ces jeunes-là, on va leur donner ces vidéos-là pour qu'ils puissent regarder et apprendre encore beaucoup plus. Voilà, donc il ne reste plus que vraiment à vous dire grand merci parce que je sais que vous deux, c'est pas vraiment pas du tout facile d'avoir vraiment le temps, mais vous nous avez accordé vraiment ce temps. Donc nous, on vous remercie sincèrement et surtout de nous avoir vraiment laissé vos portes ouvertes. Voilà, donc comme vous l'avez dit, on peut rentrer quand on veut, Inch'Allah. C'est ça. Donc nous vous remercions sincèrement. D'accord. Okay. Merci. Merci à vous aussi. Bonne continuation. Bonne suite. Merci, Aimée. Okay, merci. Merci, Monsieur Ba. Au revoir. Au revoir.